À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là en train de suivre cette émission, mesdames et messieurs. À vous de juger du lundi au vendredi à 17 h, juste sur les antennes de la télé républicaine, la télé 7. Eh bien, nous sommes là pour un nouveau numéro ce mercredi avec un compatriote, communicateur de l'UDPS, communicateur du chef de l'État, Félix Kayembe. Les Quinois l'appellent désormais Tata Mapassa. Avec lui, nous allons décortiquer l'actualité. Eh bien, les parlementaires congolais sont désormais en vacances. La session est terminée. Quel bilan peut-on dresser de ces deux chambres de la République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale et le Sénat, par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, les contrôles parlementaires? Est-ce qu'on peut continuer toujours à faire confiance à l'Assemblée nationale et le Sénat? Sur ce plateau, vous allez suivre les réponses de notre invité. Eh bien, l'actualité aussi, vous le savez, quand il pleut à Kinshasa, après la pluie, ce n'est pas seulement le beau climat, ce n'est pas une bonne lumière, bonne atmosphère, mais on ne cesse de dénombrer des morts. Qu'est-ce que l'hôtel de ville de Kinshasa fait pour éviter des catastrophes après chaque pluie diluvienne à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo? La dernière pluie qui s'est abattue ici, vous avez suivi les bilans. Vous avez suivi les bilans et on va en parler avec notre invité. Tout le monde en parle pour l'instant. La démission du ministre de la Justice et garde des Sceaux. On peut commencer à l'appeler ancien ministre ou on continue toujours à l'appeler ministre. Mais il a démissionné. Constant Mutamba, détournement présumé de 19 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison de Kisangani. Comment on est arrivé là? Comment sommes-nous arrivés à parler de détournement? Et de qui? De Constant Mutamba. Mesdames et messieurs, à vous de juger. Les débats sont ouverts. Félix Kayembe est là. Bonjour, cher Félix. Bonjour, cher Emile. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer tous ceux qui nous suivent pendant ce moment. Les combattants et combattants de l'IDPS à la tête, avec l'honorable Augustin Kabouya Chilomba. Mais aussi, je salue mon ami et frère qui m'accompagne, Costas Demeris. Et je pense que nous allons passer une très bonne émission et nous allons, bien entendu, éclairer l'opinion nationale et internationale. Très bien. À vous de juger ce parti avec Julio Mavola. À vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Voilà, l'UDPS, Félix Kayembe, je sais que vous êtes cadre de l'UDPS. L'UDPS est parmi les partis qui ont donné la majorité parlementaire au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et d'ailleurs, vous l'avez toujours dit, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a donné la majorité parlementaire au chef de l'État, ce qui fait aussi la force de l'Union sacrée. Aujourd'hui, on parle en bien ou en mal des députés nationaux de la République démocratique du Congo, de cette législature. Bon, écoutez, je pense que chaque député fait son travail, ça il faut d'abord le souligner. Et nous, au niveau de l'IDPS, notre parti politique, dirigé des maîtres par l'honorable Augustin Kabouya, nous sommes en train de travailler de manière à ce que nous puissions donner les meilleurs de nous-mêmes. De temps en temps, nous assistons à des grandes réunions où le secrétaire général Augustin Kabouya tient, bien entendu, avec les députés nationaux de l'IDPS, provinciaux de l'IDPS et sénateurs, mais aussi des réunions ouvertes à d'autres députés de l'Union sacrée. Et donc, nous disons, il y a une vision qui a été édictée par le chef de l'État, et donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler de manière à ce que nous puissions arriver à concrétiser la vision du chef de l'État, à réaliser, bien entendu, pas mal de choses pour que le peuple congolais puisse s'y retrouver. Mais à chacun ses lunettes, à chacun sa perception. Chaque député est responsable devant ses élus dans sa circonscription. Et il faut assez que vous puissiez aussi faire voter les lois, et faire proposer des lois, légiférer si vous voulez. Et c'est cela le travail d'un député. Le travail d'un député n'est pas d'aller dans son fief pour donner les maïs, pour donner des polos, mais plutôt c'est de ramener les irritats de la population au niveau national
dans la chambre basse pour que les peuples puissent s'y retrouver. Et donc, c'est ça le travail des députés. Nous avons toujours une mauvaise interprétation du rôle ou du travail des députés. C'est comme pour dire, écoutez, nous n'avons pas du courant, les députés doivent donner du courant, nous n'avons pas des routes, mais aujourd'hui, avec ce que le chef de l'État est en train de faire, je trouve que le gouvernement fait bien son travail, en train de construire des routes, des hôpitaux et tout. Donc les députés sont là pour légiférer. Et chacun doit se démarquer au niveau de la Chambre basse. C'est le plus important. Alors, on a toujours dit en RDC que le Sénat, c'est une institution budgétivore. Est-ce que vous penseriez aussi, comme d'autres Congolais, qu'on devrait supprimer cette chambre haute du Parlement? Moi, je ne parle pas seulement du Sénat, je parle aussi des assemblées provinciales. Vous savez que nous avions à l'époque 11 provinces. Nous avions quitté de 11 provinces aux 26 provinces. Et tout cela, c'est quand même des dépenses énormes pour la République. Le Sénat aujourd'hui, ça joue un rôle aussi important, mais... Seconde lecture. Toujours seconde lecture. Mais il faut dire que dans d'autres pays, le Sénat n'existait pas. Moi, je pense que le travail pouvait se limiter seulement au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait la première lecture et la seconde lecture. Vous savez, s'il faut faire partir un ministre du gouvernement, si c'est le dernier à détourner, s'il faut faire partir, si vous voulez, un mandataire, et donc le travail ne doit pas être amené au niveau de la Chambre haute. Donc ça doit se limiter au niveau de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que moi je dis, je suis de ceux qui disent qu'il faut que nous puissions mettre fin, bien entendu, au Sénat, l'existence du Sénat, pour que nous restions seulement avec l'Assemblée générale. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Mais cela ne doit pas se faire d'une manière tout à fait automatique. Vous savez que le Sénat est inscrit dans la Constitution de la République. Effectivement. Nous avons deux chambres. Nous avons la chambre haute et la chambre basse. Et donc, il faudra que nous puissions aussi révisiter, si vous voulez, la Constitution de la République pour que nous puissions seulement rester avec l'Assemblée nationale. Ça ne doit pas se faire de manière automatique, comme si nous étions dans un village où on se réveille et puis on dit « nous ne voulons pas du Sénat ». Il y a toute une procédure qui doit être faite et respectée. Parlant du Sénat, vous savez que le Sénat... Et l'émanation des assemblées provinciales. Ce sont les députés provinciaux qui élisent, bien entendu, les sénateurs. Moi, je suis pour que nous puissions réduire aussi les assemblées provinciales, que nous restions dans les formats anciens, celui des 11 provinces. Pourquoi? Parce qu'avec 26 provinces, c'était vrai pour que nous puissions rapprocher les dirigeants vers les administrateurs, les administrés, mais nous trouvons que les dépenses sont énormes. Il y a 26 gouvernements provinciaux, nous avons 26 assemblées provinciales, nous avons autant de dépenses, autant de fonds que l'on est en train, bien entendu, de dépenser comme ça. Il y a moyen que nous puissions revisiter tout cela et que nous puissions reprendre, si vous voulez, revenir à la case de départ. Voilà, nous avons enregistré beaucoup de conflits à travers les provinces de la République à cause des assemblées nationales, entre le gouverneur et le président des assemblées provinciales. Tout ça là, ça nous a donné quoi? On a toujours espéré voir les provinces se développer. Depuis un moment donné, est-ce que le développement tant cherché, Félix Kayembe, nous l'avons constaté vraiment palpable? Oui, j'avais dit qu'il y a dans d'autres provinces où nous trouvons quand même une dynamique dans le sens du développement, mais il y a certaines provinces qui font les surplaces, donc qui font les cercles vicieux. Je peux prendre la province de Kasai oriental. Vous allez vous rendre compte que depuis que nous sommes au pouvoir, on a changé autant de gouverneurs. Et donc il y a eu des conflits comme ça, même au niveau de la Chopo aussi. Sankourou, n'en parlons pas. Et donc les députés provinciaux commencent à faire du chantage aux gouverneurs. Les députés provinciaux commencent à faire du chantage, comme je l'ai dit ici. Et lorsque vous changez autant de gouverneurs, quelqu'un vient avec la vision, parce que vous aviez demandé, je ne sais pas, les véhicules, vous aviez demandé certaines faveurs qu'on ne voulait pas accorder. Et puis, ce sont des motions de censure, des motions de défiance, et la personne est mise de côté. Je pense qu'il y a un problème. Le chef de l'État lui-même en avait parlé pour dire il ne faut pas que nous puissions vivre ce désordre où on s'est retrouvé avec plus de 15 provinces. Il y avait les problèmes sérieux. On a mis de côté les gouverneurs d'ailleurs compétents, tout simplement parce que les députés provinciaux voulaient à tout prix se retrouver dans leur commission, avoir certaines faveurs.
Je pense qu'il faudrait qu'il y ait aussi des lois qui doivent commencer à recadrer les députés provinciaux pour que ces derniers ne puissent pas vouloir mettre des provinces à genoux comme ils l'ont fait, même en Mbujimaï. Et je vois le professeur Mbouébois, aujourd'hui, qui a été mis de côté par les députés provinciaux. Pourtant, c'est quelqu'un qui est venu avec une grande vision. Je m'en souviens du gouverneur, les Blancs, là, comment, j'ai oublié son nom, qui était Saïdi. Un monsieur qui était en train d'innover, si vous voulez, la Chopo. Et donc, il a été mis de côté, ou Isiro qui s'engage, quelque chose comme ça. Il y a des gouverneurs comme ça qui viennent avec des grandes visions, mais malheureusement, les députés provinciaux ne font pas carrément le travail. Nous en avons vu même ici à Kinshasa, des guerres entre l'Assemblée provinciale avec les gouverneurs. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait, bien entendu, un règlement d'ordre intérieur où les députés provinciaux, les assemblées provinciales, doivent se contenter de leur travail et laisser le gouvernement travailler. C'est vrai, ils sont là pour contrôler l'exécutif provincial, mais lorsque nous commençons à paralyser la République en mettant les gouverneurs de côté, des 4 ou 5 provinces, ça pose problème. Et le développement pose problème. Mais pour ce qui est du développement, il y a le travail qui est fait au niveau provincial. Vous savez, il y a la séparation du travail. Certaines attributions, ce sont les gouvernements provinciaux qui exécutent cela. Il y a aussi certaines attributions où c'est le gouvernement national, l'exécutif national qui fait cela. Et donc, je crois que les développements, quand même, on se voit par-ci, par-là. Très bien. Parce que nous parlons du Parlement, on revient sur l'Assemblée nationale avec le dernier cas sous examen, parlons comme des juristes et comme ça. L'affaire Moutamba et l'affaire Nicolas Kazadi, 2 cas. Les parlementaires devraient quand même donner leur verdict par rapport aux poursuites judiciaires. Le procureur près de la Cour de cassation avait présenté son réquisitoire pour qu'il y ait des poursuites contre M. Kazadi, le député national, et M. Moutamba. Mais l'opinion constate avec amertume cette façon de traiter. On a sécurisé de plus en plus Nicolas Kazadi et sacrifier Moutamba. J'ai bien d'abord Moutamba de côté, on va y revenir. Et pourquoi est-ce que c'est que Jean-Marc Abound a été objet d'arrestation, il a été arrêté et condamné parce qu'il avait fait des faux bruits et autre chose. Le même fait, parlé par Kabound, le même fait relayé par Kazadi, mais Kazadi est épargné. Félix Kayembe. Non, écoutez, vous êtes un grand journaliste chez Émile, vous n'aviez pas commencé ce métier aujourd'hui. Et c'est vrai, Nicolas Kazadi avait débuté certaines choses, mais il faut suivre l'intégralité de cette émission avec votre concert politique Montou. Il y a eu aussi certains propos qui ont été déformés par les gens pour vouloir à tout prix sacrifier Nicolas Kazadi, mais je pense que les députés ont eu à tenir des commissions, ils ont travaillé dans des commissions. Une parenthèse, vous pensez que le procureur aussi n'avait pas bien suivi ces propos? C'est un humain. Jusqu'à demander quand même. Le procureur n'est pas un surnaturel, ce n'est pas un extraterrestre, c'est un humain, il peut se tromper. Et donc, je pense que pour les questions concernant, bien entendu, Nicolas Kazadi, les députés eux-mêmes ont jugé bon de ne pas les livrer pour qu'il y ait des poursuites judiciaires, parce qu'il fallait voir aussi, si vous voulez, la gravité des problèmes. Vous savez, chaque problème a une certaine gravité. Il faut que vous puissiez analyser cela. Et ça demande à ce que l'on puisse livrer ou pas. Et les députés ont bon jugé de ne pas aller dans le sens du procureur. Et donc, nous disons, c'est un travail qui a été fait. Et dire que c'est un travail de poids et de mesures, je dis non. Écoutez, s'il faut que nous puissions même réfléchir, que ce soit Moutamba, que ce soit Kazadi, tous deux sont du même coin. Parce que l'on parlerait peut-être du tribalisme. Donc, s'ils n'étaient pas du même coin, les gens pouvaient parler du tribalisme. Mais aujourd'hui, avec les problèmes de Constant Moutamba, et je pense qu'il a déposé sa démission hier auprès du chef de l'État, il est justiciable devant la justice, mais il jouit encore de la présomption d'innocence. Non, laissez d'abord Moutamba de côté. Parlons de Kazadi. Parce qu'il est de l'UDPS, on ne pouvait pas le livrer à la justice, c'est ça? Ah, bon, c'est ce que l'opinion. Etienne Longondo qui était arrêté n'était pas de l'UDPS. C'est ce que vous voulez me dire. Il a fait la prison où? Et c'était quand?
à monsieur Etienne Longondo. Et là, c'est celui qui vous fait... Etienne Longondo était arrêté. Il a fait de quoi 2 ans en prison et il a été libéré. Et aujourd'hui, il y a même d'autres cadres de l'IDPS qui sont aussi aux arrêts. Il ne faut pas dire que l'IDPS, c'est un parti politique qui protège ses siens. Nous sommes de ceux-là qui sont en train de prôner l'état des droits. Et si vous nagez à contre-courant par rapport à l'état des droits, eh bien, on mettra la main sur vous. On n'a pas épargné M. Kazadi parce qu'il est de l'IDPS. Sinon, on pouvait les laisser aussi au gouvernement. Donc, je ne veux pas que vous puissiez présenter l'IDPS comme un parti politique. Non, nous ne présentons pas l'IDPS comme un parti qui protège les antivaleurs. Mais c'est que l'opinion est en train de dénoter de ce fait. C'est ça. Non, cette opinion-là aussi est intelligente. Je venais de vous parler ici de Jean-Claude Mbouebois, du gouverneur du Kassa oriental, qui est mis de côté. Nous sommes au niveau de la justice. Est-ce que vous allez dire qu'il n'est pas de l'IDPS? Bon, s'il n'était pas de l'IDPS, vous alliez encore relayer les propos de l'opinion pour dire on l'a mis de côté parce qu'il est de l'IDPS. Parce qu'il n'est pas de l'IDPS. Maintenant qu'il Mbouebois, je venais de le dire, afin que vous puissiez poser votre question, qu'il est de l'IDPS, les députés provinciaux du Kassa oriental l'ont mis de côté. Vous allez me dire que c'est parce qu'il n'est pas de l'IDPS? Alors, l'impression que ça donne. Bon, écoutez, l'impression que ça donne, à chacun ses lunettes, à chacun sa perception. C'est ce que moi je peux vous dire. Il ne faut pas que nous puissions voir comme si l'IDPS était là pour protéger ses fils et filles. Non, l'IDPS ne s'est pas bâti pendant 35 ans dans l'opposition pour se protéger. L'IDPS s'est bâti pour un état de droit, pour que les Congolais et les Congolais, à chaque niveau, puissent se retrouver. C'est cela les combats de l'IDPS jusqu'aujourd'hui. Alors, Moutamba, parce qu'on parlait aussi de lui, qui a démissionné. Il a démissionné parce qu'il faut respecter les lois de la République. Est-ce qu'il y a une leçon qu'on peut tirer quand on gère la Respublica à partir de Moutamba? Je suis le coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Et c'est que nous avions créé il y a de cela plus de 8 ans, lorsque Etienne Tshisekedi est décédé, mon mentor. Alors que j'étais président de la JDP-CIC Gombe, où nous avions partagé la même institution académique avec le secrétaire général Augustin Kabouya et tant d'autres, je me suis posé la question pour dire Etienne Tshisekedi est décédé, qu'est-ce que je dois faire? C'est comme ça que j'ai créé la dynamique des intellectuels acquis au changement. À chaque fois que j'avais l'occasion de rencontrer Etienne Tshisekedi, est-ce que c'est mouvement vie? Il nous parlait du changement de mentalité. Et lui-même, un jour, il nous a dit on ne peut pas parler du changement du Congo sans que les Congolais humains, l'homme, soient changés. Je pense que la question que vous aviez posée a son présent d'or. Vous ne pouvez pas être ministre, DG, ambassadeur, je ne sais pas qui, et vous faites la confusion de la gestion de la Respublica avec la gestion privée. Donc il faut que nous puissions toujours nuancer les choses. Mais je pense que la démission de M. Moutamba, je suis un apprenant en droit aujourd'hui, il jouit encore de la présomption d'innocence. Effectivement. Il faut que nous puissions attendre qu'il présente encore ses moyens de défense, ses avocats. À ce moment-là, le droit sera dit d'une manière tout à fait impersonnelle ou impartiale, comme on dit. Et aujourd'hui, déjà, condamner Moutamba, doigter Moutamba, je pense que ça serait vite aller à besogne. Laissons le temps au temps. Déjà, à partir de quelques éléments tirés de la communication du procureur après la Cour de cassation, Firmin Vondé, les éléments présentés par Constant Moutamba durant son audition, c'est ce qui a permis qu'on puisse quand même le poursuivre parce qu'il n'était pas convaincu. Si le procureur était convaincu, il n'y aurait pas eu de poursuite judiciaire contre lui. L'affaire aurait été déjà peut-être classée, comme on le dit en droit. Donc, c'est difficile qu'il s'en sorte. La tête haute de cela. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que Moutamba est coupable. Si vous dites que Moutamba est coupable... Vous êtes quand même apprenant de droit. Quand on parle de détournement, c'est-à-dire quelque chose qui a été destiné à faire autre chose, mais qui est affecté à autre chose. Les fractures consommées. Je dis ceci, monsieur. Est-ce que vous aviez vu Moutamba devant la barre avec ses avocats? Il y a eu un procès. Après le procès, il y a eu un jugement. Après le jugement, il y a eu condamnation. Jusqu'à là, non. Voilà. Donc, il me revient. C'est-à-dire,
Moutamba jouit encore de la présomption d'innocence. Effectivement. Étant donné que cette question est pendante au niveau de la justice, il doit y avoir des poursuites, comme on a dit, il doit y avoir des procès qui doivent être ouverts à tout le monde. Eh bien, à l'issue de ces procès-là, nous ferons alors nos commentaires. Commencer aujourd'hui à doiter Moutamba, qu'il a volé et tout, je pense que c'est non. Je sais, moi-même je suis un financier de formation, lorsque un fonds a été destiné à autre chose et que vous puissiez affecter à une autre destination. Des milliers de dollars viennent de l'Ouganda pour problème. Indemniser des victimes de la guerre ou d'agression. Et on prend cet argent-là pour construire une prison. Il y a quel rapport? Est-ce que les gens de Kisangani là, qui ont perdu les leurs... S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Je ne suis pas en train de défendre... S'il vous plaît, je ne suis pas en train de défendre Moutamba. Moi non plus. Mais moi, je voudrais tout simplement que nous puissions laisser la justice faire son travail. C'est le plus important. Si nous entrons encore dans les détails, l'argent venu de l'Ouganda pour... Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on ne puisse pas parler de cela? Vous cachez quelque chose? Non, je ne cache pas quelque chose, je suis un homme d'État. Ouais. Lorsqu'une question est pendante au niveau de la justice, moi je ne dois pas m'hasarder pour donner mon avis. Et ça n'empêche pas aux gens de réfléchir. Nous pouvons réfléchir, mais votre réflexion ne doit pas influencer positivement ou négativement ces dossiers-là. Ça, il faut les retenir. Parce que nous voulons nous faire tous des connaisseurs dans les différents domaines, mais il y a des gens qui ont fait 5 ans à l'université pour apprendre les droits. Et les droits sera dit par rapport au dossier Moutamba. On peut passer à autre chose. Selon vous, on arrête d'abord avec le dossier Moutamba parce que c'est sous examen. Un homme d'État, je ne peux pas commenter sur ça. Très bien. J'observe et j'attends à ce que le procès soit ouvert. On attend. Lorsque des parties doivent se confronter à ce moment-là, nous allons voir clair. Mesdames et messieurs, Moutamba a raison, demain. Mesdames et messieurs, on attend que le procès commence. Et Félix Kayembe sera là pour commenter sur ce dossier. On revient, pourquoi quand il pleut à Kinshasa, il y a toujours 2 morts? Pourquoi quand il pleut à Kinshasa, il y a toujours 2 morts? Hier, c'était Gentilin Ngobila. Bon, il faut signaler que du temps il y a quelques années passées, quand il pleuvait à Kinshasa, on n'enregistrait pas autant de morts comme aujourd'hui. Moi, je suis journaliste, j'ai beaucoup de reportages sur ces... en partant, bon, s'il faut reculer du côté des temps d'André Kimbuta Yango ou encore des autres gouverneurs, vous allez voir que c'est un peu différent par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes avec un gouverneur qui vient de l'UDPS. Hier, c'était Gentilin Ngobila. J'ai encore des émissions de Félix Kayembe que je peux encore balancer ici, où on parlait de Gentilin Ngobila qui s'est démené à la tête de la ville de Kinshasa pour ne jamais donner une solution avec toutes ces opérations Zéro Trou, Kinbopeto et consorts. Ça n'a jamais réussi. Aujourd'hui, c'est le tour de l'UDPS, Félix Kayembe. Est-ce que vous avez des arguments pour convaincre les Kinois? Oui, écoutez, cher Émile, vous avez présenté des tableaux qu'hier, lorsqu'il pleuvait, il n'y avait pas de morts. Assez. Voilà. Là, vous évoluez, vous dites assez. C'est comme ça que j'ai dit. Voilà. Voilà. Il y a un mort, c'est vraiment un mort. Bien. Voilà. Il ne parlait pas qu'il n'y avait pas assez. Et donc, je pense que d'abord, la pluie, c'est un phénomène naturel. Vous ne pouvez pas empêcher à Dieu d'exercer son pouvoir sur nous. Et nous déplorons, c'est vrai, qu'il y ait des morts, 2 ou 3, même un, l'État congolais a le devoir de faire en sorte que nous puissions empêcher ces morts-là. Mais étant donné que la pluie, c'est un phénomène naturel, nous ne pouvons pas nous empêcher à Dieu de faire son travail. Mais le problème, c'est de prendre maintenant des précautions à notre niveau pour que nous puissions arriver à mieux protéger la population. Parce que l'État congolais a comme mission de protéger sa population et leurs biens. Mais ici, je pense que la ville-province de Kinshasa, il faut le souligner chez Émile, cette ville ici a vieilli. La ville a vieilli. Dans les années 1960-50, il y avait une capacité d'accueil. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut voir que nous sommes au-delà des nombres qui étaient prévus pour accueillir les gens à Kinshasa. Moi-même, je suis un villageois. Je quitte chez moi, tout pour que je me retrouve ici. Toi-même, tu es villageois, tu quittes chez toi à Katakokombe pour te retrouver ici. Costas de Méris, un villageois d'Issiro, de Bouya, qui se retrouve ici. Donc nous tous, nous voulons être à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa. Est-ce que nous arrivons aussi à faire le travail qui est le nôtre? Vous allez voir, dans des caniveaux, nous sommes prêts, nous Kinois, d'aller jeter là-bas les immondices. Nous construisons
dans les endroits où on interdit de construire. Et donc tout ça, ça demande à ce que nous puissions, bien entendu, revoir aussi notre façon de vivre dans la société. Le plus important ici, ce n'est pas seulement de condamner l'État congolais, ce n'est pas seulement de condamner M. Daniel Bumba, qui est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, mais il faut aussi se poser la question, nous, la population, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? À ce moment-là, nous pouvons, bien entendu, trouver une solution. Je pense que chacun de nous a sa part de responsabilité à des niveaux différents. M. Bumba est là pour faire le travail pour lequel il est à la tête de la ville-province de Kinshasa. Et pour moi, je vois qu'il a vraiment les soucis de cette ville. Il est en train de travailler. Je pose des questions de fois dans des routes qui sont en train d'être construites. On me dit, c'est Bumba. Je parle d'ailleurs avec lui. Et donc, je pense que M. Bumba est en train de faire son travail. Mais la pluie, c'est une question naturelle. Nous ne pouvons pas empêcher la pluie. Que ce soit en Europe, aux États-Unis, nous voyons comment est-ce que lorsqu'il plaît, il y a des... C'est un phénomène naturel, effectivement, voilà. Mais on peut toujours éviter ou diminuer quand même le dégât. Nous pouvons éviter. Aujourd'hui, je vois il y a des travaux de tirage qu'on est en train de faire dans des caniveaux. Il y a des routes qui sont peut-être construites. Il y a des canalisations. Mais il faudrait que nous aussi, la population, nous pouvons arriver à comprendre notre rôle. Notre rôle, ce n'est pas de prendre les immondices dans nos maisons, dans nos parcelles, aller jeter ça sur la place publique. Ce n'est pas de prendre les immondices, aller jeter dans des caniveaux. Je pense que là, ça pose problème. Mais aussi, je parlais du vieillissement, bien entendu, de la province de Kinshasa. Il faut que nous puissions penser, comme le chef de l'État l'avait déjà bien pensé, pour délocaliser la ville. Allez du côté Maluku, du côté Séné, vous trouvez les espaces là-bas. Mais nous voulons être au centre, tout en ignorant qu'il y a des dangers et des terrains marquagés. En Afrique du Sud, vous avez Cape Town, c'est une nouvelle ville qu'on a construite. Voyez-vous? Donc, Johannesburg. Donc, il y a des villes où on peut quitter pour aller construire une nouvelle ville, mais qu'il y ait des limitations. À cela, ça demande encore une responsabilité au niveau de l'État. L'État doit faire en sorte que les provinces soient autonomes. Les provinces puissent être suffisantes à leurs problèmes, bien entendu. Le chef de l'État a parlé du projet des 145 territoires, ouais. Développement au niveau de la base. Je pense que c'est une grande vision, il faut que nous puissions soutenir cela, pour que les universités que l'on peut trouver à Kinshasa, que nous puissions les trouver dans des provinces. Les écoles que l'on peut trouver à Kinshasa, que nous puissions les trouver dans des provinces, des entreprises que nous pouvons trouver à Kinshasa, que nous puissions les trouver aussi en province. À ce moment-là, les gens n'auront plus besoin de venir à Kinshasa. Et d'ailleurs, à Kinshasa, ce n'est pas le paradis. Et c'est aussi du rôle, le rôle des acteurs politiques, le rôle de partis politiques d'informer le citoyen. Est-ce que le parti politique que nous avons en RDC, en défaut de chercher le pouvoir, mais est-ce qu'on forme encore l'homme? Est-ce qu'on forme encore les citoyens? Oui, là c'est une question, j'ai discuté, les gens vont s'étonner dans le cadre scientifique, j'ai discuté avec le professeur Emmanuel Chadari, qui me donne le cours de sciences politiques. J'ai parlé avec lui par rapport à l'encadrement, bien entendu, des combattants, des militants, selon l'appellation de chaque parti politique. Je lui ai dit, en Europe, nous avons au moins des partis politiques ou des familles politiques. On sait que nous avons la gauche, nous avons la droite. La gauche qui est la social-démocratie, ici c'est l'UDPS, c'est le PPRD, c'est l'UNC, c'est les partis travaillistes de Steve Mikaï, même Jabba Kabound. Aujourd'hui, je vois de gauche, comme on dit. Les droites, c'est Jean-Pierre Memba. Avec les MBC, ce sont des capitalistes, avec les Olivier Kamitatou, Arc et tant d'autres. Alors, ici, il faudrait que nous puissions arriver au niveau du ministère de l'Intérieur, que chaque famille politique s'y retrouve. Si nous sommes de gauche, nous sommes de gauche. Si nous sommes de droite, nous sommes de droite. À ce moment-là, il peut y avoir aussi un encadrement. Même s'il y a des ceux-là qui ne sont ni de gauche ni de droite. Voilà, ils ne savent pas se situer. C'est la troisième fois. Mais malheureusement, nous avions discuté avec le professeur Emmanuel Chadari, c'est cette question. C'est question d'intérêt. C'est question de positionnement. Il y a des partis politiques qui doivent être ensemble, mais par rapport aux intérêts, ils sont adversaires. Il faut qu'il y ait les codes des partis. Nous, chez nous, à l'UDPS, nous en avons.
Nous savons que nous sommes de la gauche. Nous prenons la social-démocratie. Alors, par rapport à ça, notre émission, c'est de faire en sorte que les peuples puissent se retrouver. C'est comme ça que vous avez la gratuité d'enseignement de base. Ça fait partie du socialisme. C'est pour ça que vous avez la gratuité de la maternité. Ça fait partie du socialisme. C'est comme ça que l'on revoit les salaires des fonctionnaires, des militaires, je ne sais pas, à la hausse. C'est comme ça qu'on est en train de mécaniser les NI. Ça fait partie du socialisme. Et donc, parce que chaque parti politique doit jouer son rôle, c'est lui de former les militants, de former les militantes et puis comprendre le rôle que nous pouvons jouer. Les partis politiques, sous d'autres siècles, ce sont des grandes industries. Et on ne doit pas être là seulement pour conquérir le pouvoir. Quand on parle des grandes industries, les partis politiques peuvent avoir aussi autant de champs. Les partis politiques doivent initier, je ne sais pas, des microfinances même. Et donc tout ça, ça demande encore le temps. Je pense que nous y arriverons avec la volonté. Alors, quand vous êtes en train de rouler dans votre véhicule, vous voyez un Quinois qui jette une bouteille par la fenêtre. Quelle est votre réaction? C'est le civisme. C'est le civisme. C'est étonnant. Vous savez, il faut que le gouverneur puisse faire son travail. C'est très important. Mais ici, nous ne parlons pas seulement des gouverneurs, il faut que nous puissions parler aussi des bourgmestres. Vous savez, cher Émile, les bourgmestres doivent faire aussi le travail. J'ai comme l'impression que les Quinoises et Quinois, ou soit les Congolais en général, ne font pas garder leur pays, n'aiment pas leur pays, parce que quand vous êtes dans un véhicule et que vous puissiez prendre votre bouteille d'eau, vous jetez à bas des sols, en tout cas ça pose problème. Il suffit seulement de quitter l'aéroport d'Ndjili, arriver dans un autre pays. Vous allez trouver, les gens sont disciplinés, les gens sont tellement moralisés au point où on ne peut pas trouver même un papier mouchoir par terre. Voyez-vous? Donc c'est déjà une culture. Ici chez nous, il y a un problème sérieux. Les motos, n'en parlons pas. Les gens qui roulent, n'en parlons pas. Les gens, donc, et c'est les piétons, je pense que c'est une question de la moralité, c'est une question du civique. Il faut que nous puissions civiliser les gens. Moi, quand j'étais encore pas étudiant, élève à Lubumbashi, il y avait les cours avec vous, le civisme. Mais est-ce que le civisme existe encore aujourd'hui? Avant d'entrer dans les salles de classe, il y avait quand même les saluts au drapeau. On pouvait critiquer, mais aujourd'hui c'est bien. On vous disait comment vous devez vous comporter. Donc je pense qu'il faut que le Congo puisse renaître. Et le Congo est en train de renaître avec Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi, à lui seul, ne saura pas. Il faut que nous puissions arriver à les soutenir. C'est comme ça qu'il a ses représentants au niveau provincial, territorial. Les gouverneurs doivent se lever, imprimer la gestion orthodoxe, tout en sanctionnant négativement, tout comme positivement. Les bourgmestres, un bourgmestre, sur d'autres cieux, c'est un grand monsieur. Ouais. Il faut qu'il joue aussi son rôle dans sa commune. Le chef des quartiers, les chefs des riz. Et donc je pense que c'est un peu toute cette chaîne ici qui doit travailler pour que nous puissions avoir une ville propre. Mais il ne suffit pas seulement de parler des autorités. Et nous aussi, la population, nous avons notre répartition, laquelle il faut jouer pour que nous ayons une ville propre. Voilà, parce qu'on nous montre quelques images là à côté des inondations. Vous pensez qu'un jour on arrivera à Kinshasa, zéro inondation? C'est possible? Bon, je vois, c'est du côté Kalam, moi-même je suis passé par là à 4 h du matin. Je pense que c'est possible. C'est possible. C'est possible si nous arrivons à canaliser toutes les communes avec des caniveaux. C'est possible si nous arrivons à nous discipliner, nous, populations, pour ne pas jeter les immondices partout. Mais apparemment, le ministère de l'Urbanisme et Habitants rejette tout entre les mains des gouverneurs. On ne sent plus à un moment donné quelle est sa part de responsabilité. Je pense que ça ne doit pas rejeter tout entre les mains des gouverneurs parce que, comme je le disais ici, il y a des travaux qui sont
dus au niveau provincial et les travaux qui sont réservés au niveau national. Mais la ville a vieilli. Je pense que la vision du chef de l'État, quelque chose comme ça, ou quelque... j'ai oublié les noms, KIN 2, il faut que nous puissions activer cela. Il faut que nous puissions activer cela, que nous puissions nous transporter vers Maluku, vers Sélé, ça serait une très bonne chose. Prenons des grandes entreprises qui sont ici, amenons-les là-bas. Prenons les grands hôpitaux, les grands marchés, amenons là-bas et ça sera une nouvelle ville. Très bien, vous avez suivi, mesdames et messieurs, la réaction de notre invité Félix Kayembe sur la situation de la ville de Kinshasa, inondations et consorts. Quand on parle des inondations à Kinshasa, il n'y a pas seulement des inondations. D'ailleurs, quand il pleut, il y a ceux-là que nous appelons les Koulouna, les bandits urbains, qui opèrent dans les silences. Félix Kayembe, nous sommes passés de l'opération, c'est pas Panthère Noire, jadis c'était l'opération Likofi, on avait décrié, avec ce mot, on est passé de là, Panthère Noire, opération Nobo, avec le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Aujourd'hui, Kinshasa, toujours dans l'insécurité, on pensait comme si c'était lié au régime. Mais le régime passe et le phénomène reste. Bon, écoutez, je pense que c'est un phénomène qui nous a été légué par Joseph Kabila. Les Koulouna n'ont pas commencé avec le Tshisekedi, les Koulouna ont commencé avec Joseph Kabila. Quand vous posez des questions, c'est Francis Kalombo et tant d'autres qui ont utilisé des jeunes gens pour attaquer d'autres partis politiques lorsqu'il était encore au PPRD. Et puis cela a pris, si vous voulez, de l'ampleur. Mais ce n'est pas une esquisse. Ce n'est pas une esquisse. Si nous sommes au pouvoir, c'est pour éradiquer tout cela. Mais moi, je pense que c'est une question fondamentale. Ça touche. Pourquoi? Il y a même des cas de mort. Et il faudrait que nous puissions nous lever comme un seul homme pour dire niet à ces phénomènes de Koulouna. Et au niveau du ministère de l'Intérieur, Chabani est en train de faire... Il y en a qui réclament même son départ ou sa démission pour incompétence. Parce que le degré de criminalité a haussé à travers, pas seulement la ville de Kinshasa, mais le pays. Ah, bon. Comme je dis, chacun a son opinion. Moi, je pense que le plus important ici, c'est d'avoir un ministère de l'Intérieur fort qui doit travailler avec les inspecteurs provinciaux parce qu'il n'est pas seulement ministre de Kinshasa, il est pour toute la République. Il faudrait assez que nous puissions avoir des politiques d'encadrement de la jeunesse aussi. C'est très important. Les ministres de la jeunesse, qu'est-ce qu'ils font aussi? Il faut qu'il y ait une politique de l'encadrement de la jeunesse. Il faut que nous puissions équiper cette jeunesse. C'est comme ça que Félix Tshisekedi, le président de la République, est venu avec une idée de Kanyama KCC. Vous aviez suivi aujourd'hui que Kanyama KCC régnait de ses cendres, en train de travailler, en train de faire les champs. Ce sont ces Koulouna-là qu'on appelait Koulouna. Aujourd'hui, on les appelle des bâtisseurs. Et il y a la politique de Félix Tshisekedi qui est aujourd'hui d'application. J'ai suivi les nouveaux inspecteurs provinciaux de la ville provinciale de Kinshasa, le général, a dit il faut que nous puissions collaborer avec des familles. Donc si vous avez des Koulouna, des délinquants dans votre maison, dans votre quartier, dans votre maison, il faut que vous puissiez dénoncer cela pour que la police puisse mettre la main sur ces gens-là. Et donc moi je pense que ce n'est pas seulement le travail qui doit être fait au niveau du gouvernement, mais c'est un travail qui doit être fait au niveau de la population et du gouvernement. Pourquoi? Parce que ces Koulouna-là, ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des gens avec qui nous vivons avec. Ils sont dans nos maisons, ils sont dans nos quartiers, ils sont dans nos parcelles. C'est à nous aussi de les dénoncer, c'est le plus important. Bon, dénoncer, les gens disent que dénoncer, on a beaucoup dénoncé et ça reste. Est-ce que si on activait ce que Moutamba avait activé autrefois ici, la peine de mort, est-ce que ça ne serait pas une solution efficace contre la criminalité à travers les grandes villes? La peine de mort, je suis pour, je ne suis pas aussi contre ça, mais je pense que ce n'est pas une solution, mon cher ami. C'est quelque chose où vous pouvez maîtriser autrement. Ça, c'est très important. Parce que je ne vous arrache pas la parole. Moi, je pense que la peine de mort peut être réservée aux gens comme les Nanga, les Kagame, les Kabila qui trahissent la République. Et ceux qui ont... Il y a un moyen, allez-y. Il y a un moyen d'encadrer cette jeunesse-là. La jeunesse-là a besoin d'un encadrement.
tous ceux qui sont à Kanyamaka CC, qui sont devenus utiles pour la société aujourd'hui, en train de faire les champs, étaient hier Koulouna. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des citoyens, en train de soutenir même leur famille. Je pense que l'encadrement de la jeunesse doit être d'application. Le ministre de la jeunesse doit faire son travail. La dame, je ne connais pas son nom, doit faire son travail. Il doit y avoir des ateliers, il doit y avoir des formations, il doit y avoir des encadrements. Aller, je ne sais pas, conclure des contrats même à l'étranger pour la formation de la jeunesse. Si cette jeunesse est encadrée, si cette jeunesse est équipée, je pense qu'on aura à réduire au moins la criminalité et les taux de Koulouna. Mais écoutez, l'insécurité n'est pas mode exclusif pour la République du Congo. Même ailleurs, il y a aussi les Koulouna. Peut-être pas notre comme chez nous, en Afrique du Sud, aux États-Unis, on en voit. En Europe, on en voit avec des Koulouna armés. Donc je pense que chaque pays a ses problèmes, mais à nous de jouer notre rôle pour que nous puissions maîtriser cela. Il y a moyen de maîtriser cela au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du gouvernement, au niveau du ministre de la Jeunesse. Équipons la jeunesse, c'est possible. Et si on posait à Félix Kayembe la question de savoir, pour lui, l'UDPS signifiait quoi pendant cette période? Quoi? L'UDPS, comme parti politique, l'impression que ça donne dans l'opinion. L'UDPS, l'impression que ça donne dans l'opinion. Ouais. Aujourd'hui, qu'on parle de l'UDPS. C'est cette partie-là qui a fait que Tshisekedi puisse être au pouvoir avec les compatriotes, les Congolais et Congolais. C'est cette partie qui a fait que Émile puisse être en bonne santé aujourd'hui. Émile, vous parlez de quel Émile? Émile Kassanga. C'est cette partie-là qui a fait que les salaires des militaires soient augmentés, des fonctionnaires. C'est cette partie-là qui a fait que nous puissions avoir la gratuité de l'enseignement des bases. C'est cette partie-là qui a fait que nous puissions avoir 30 académies aujourd'hui. Moi, lorsque j'étudiais, quand j'étais encore étudiant, on disait Toliabor, c'est-à-dire on arrête un chauffeur avec son camion, nous partons, je ne sais pas, au deuil ou où. Mais aujourd'hui, nous avons au moins 30 académies. C'est cette partie qui a fait que Kagame aujourd'hui puisse plairer dans sa langue maternelle et que nous puissions avoir la victoire diplomatique. C'est cette partie, donc je pense que c'est cette partie-là qui fait la fierté du Congo pour que nous rentrions encore dans les concerts des nations. C'est cette partie-là. Très bien, mesdames et messieurs, nous allons chuter avec la situation sécuritaire dans la partie orientale. Vous le savez que les combats n'ont jamais cessé et les morts n'ont jamais cessé aussi d'être enregistrés malgré les fronts des Doha, les fronts des États-Unis, malgré les fronts, les ex-fronts de Luanda, on peut parler comme ça, de Nairobi et consorts. Malgré les résolutions des Nations Unies, malgré les appels des États-Unis d'Amérique, de l'Union africaine, de l'ONU et consorts, Félix Kayembe, les rebelles n'ont jamais obéi à une seule voix. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Émile, on peut prendre rendez-vous avec vous aujourd'hui sur Télé 7, que toutes les villes occupées par les rebelles, dissipées, ça sera libéré. Oui, effectivement, parce que ça ne sera pas éternel, mais quand? Non, je vous dis, ça sera libéré. Et la philosophie de Félix Tshisekedi, président de la République, n'est pas de nous accorder une paix précaire. Il faut une paix diable. Et nous sommes dans ça. Que vous l'aimiez ou pas, au moins l'histoire retiendra qu'il y a eu un président de la République qui est allé au front et le peuple congolais vit en paix. Je vous l'ai dit aujourd'hui, la main sur le cœur, que toutes ces villes-là seront libérées très bientôt et nous allons retrouver l'intégrité territoriale. Alors, selon vous, parce que nous sommes en train de chuter après la célébration d'une année du gouvernement souminois, quels sont les points forts que vous avez notés de ce gouvernement? La victoire diplomatique. J'ai beaucoup aimé lorsque le chef de l'État, lors du Conseil des ministres, a demandé qu'on puisse ovationner Mme Kwai Komba. On lui a remis même une fleur
pour sa victoire. Je regarde aussi la macroéconomique avec Doudou Famba. C'est vraiment stabilisé. Ce n'est pas pour rien que les FMI nous a adressé des lettres de félicitations. Je vois aussi à l'est du pays, c'est vrai, il y a la guerre, mais la production augmente encore. Même ici chez nous, c'est tout l'État de la République. Et donc, nous sommes en train de travailler, et ces gouvernements méritent les fleurs. Mais écoutez, il y a aussi de ces ministres-là qui n'ont pas fait quelque chose de grand. Avec le gouvernement d'Union nationale, ils seront remerciés. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire à leur niveau. D'autres se sont démarqués d'une manière tout à fait significative. Ils seront reconduits. Et ceux qui ne se sont pas démarqués, eh bien, ils seront mis de côté. Et donc, ce gouvernement a travaillé pour arriver à juguler même la crise alimentaire, comme dans l'idée Kassai, ou dans l'espace Grand Kassai, si je veux dire. Le ministre de l'économie, Moukoko Samba, je l'ai sali, il s'est battu bec et ongle pour que les maïs, quand même, soient abondants dans l'espace Grand Kassai et aussi au Katanga. Et donc, je pense que le travail a été fait. Chaque ministre a donné le meilleur de lui-même, mais il y a d'autres ministres qui n'ont rien fait. Et quand vous les suivez de près, ils ont seulement grossi. Et ces gens-là, il faut qu'on les mette dehors. Voilà, mesdames et messieurs, on termine. Est-ce qu'on attend toujours ce gouvernement d'union nationale? Ça aura lieu, Félix? Ça aura lieu, c'est une promesse qui a été faite. Pour votre information, je pense que dans les jours qui viennent, on aura ce gouvernement-là. Très bien, on termine là. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à votre secrétaire général de l'UDPS? Émile, il ne faut pas me soumettre à un exercice difficile. Je suis avec mon secrétaire général chaque jour. Je dis bien chaque jour. Un message. Je dis ceci. Je suis avec lui chaque jour. On quitte les bureaux privés à 2h du matin, 3h du matin, chaque jour. Ici, nous sommes à la télé. Même aujourd'hui. Vous avez un message à lui adresser. C'est que vous ne l'avez jamais dit en face, vous pouvez le lui dire ici. Vous voulez que je puisse lui adresser un message? Effectivement. Monsieur le secrétaire général, félicitations pour le travail que vous faites. Je vous soutiens encore davantage. Vous êtes le meilleur secrétaire général que l'UDPS a connu. L'homme qui a donné la majorité parlementaire à Tshisekedi, à l'UDPS. Et aujourd'hui, nous sommes la première force politique en République du Congo. Chapeau bas. Mesdames et messieurs, on a fini pour aujourd'hui. C'était la sacrée Félix Kaembe, Tata Mapassa. On le retrouve la semaine prochaine. Restez branchés sur les antennes de la télé républicaine. Au revoir. Merci. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger.